Alors le titre nu propriétaire, en fait c'est une formule qu'on trouve dans les actes notariés. On est nu propriétaire en fait d'une maison quand en fait on n'en a pas l'usufruit. Donc c'est une métaphore pour parler de quelqu'un qui se sent dépossédé de son existence. Donc il en est le nu propriétaire et c'est comme s'il n'en avait pas l'usufruit. Voilà. Il se trouve que au moment où j'ai écrit le livre, j'étais le nu propriétaire de la maison de mon père. Voilà. Et quand on sait l'importance du père dans les livres que j'ai écrits, ça prend aussi une résonance un peu particulière, même si dans ce livre-ci, pour une fois, je fais complètement l'impasse, et c'est un peu finalement le sujet du livre, je fais l'impasse sur tout ce dont je parle dans les autres livres précédents, c'est-à-dire les origines, la violence et la folie du père, la violence du père et la folie de la mère, qui n'apparaissent pas du tout ici dans ce livre. Voilà. C'est pas vraiment un récit, parce que c'est vraiment un roman, donc c'est, comme je le dis souvent, une entreprise de falsification, c'est-à-dire que souvent à partir de quelques éléments assez ténus, qu'on pourrait dire comme un peu d'ADN, je reconstitue une séquence complète, et souvent en inventant les choses, en réinventant, en me réappropriant les choses. Donc l'idée, c'est d'essayer, à travers des morceaux d'existence, je dis au début du livre, je mets en exergue une phrase entendue dans un film de Truffaut, Les Deux Anglaises et le continent, qui est une adaptation d'Henri-Pierre Rocher, une phrase qui dit « La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas ». Et c'est vraiment tout le propos du livre, c'est comment arriver à recoller les morceaux. J'ai longtemps souffert en fait d'une sorte de syndrome de morcellement, et voilà, donc et puis il y a que dans les romans normalement qu'il y a un aspect linéaire dans le roman nous laisse croire parfois que l'existence serait linéaire, alors que l'existence elle est assez erratique, et voilà, et donc c'est des fragments que j'essaie de reconstituer, et à chaque fois, chaque chapitre est centré sur un personnage qui n'est pas le narrateur, sauf le dernier chapitre, et il se trouve que dans le roman, il y a une place particulière qui est accordée aux femmes, et il y a une femme, Patricia, qui revient, je crois, 3 fois dans le livre, et finalement, on se rend compte que le livre, petit à petit, va être centré sur elle. Et on pourrait dire que c'est l'histoire d'un homme qui essaie de reconstruire sa vie en remettant des morceaux comme ça, et en replaçant a posteriori cette figure, ce personnage de femme au centre de sa vie. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a la métaphore, et en tout cas l'image du morcellement, c'est quelque chose qui apparaît de diverses manières dans le livre, et notamment à travers ce personnage de femme, puisque son métier, elle travaille dans l'archéologie, elle est archéologue, et elle dessine comme ça des tessons de vases, donc et le roman, on essaie de reconstituer comme ça, et quand on va dans des musées d'archéologie, il y a une technique qui consiste par exemple on ajuste quelques tessons, et en fait on reconstitue le vase, et puis en blanc, en général en plâtre, et on vient coller dessus à certains endroits les tessons qu'on a retrouvés. Et j'ai l'impression que ce roman, quelque part, il ressemble un peu à ça. Au début, j'imaginais très sincèrement écrire pour la première fois un roman lumineux. Et d'ailleurs, dans la première version de ce roman, le premier chapitre, c'est celui qui est aujourd'hui le deuxième, c'est-à-dire Arlette, qui était un chapitre, enfin, selon moi, terriblement lumineux, où le narrateur, qui est Bébé,
est emmené en haut du jardin de ses parents par une jeune fille, Arlette, et c'est finalement le premier rapport à la femme, au corps, au désir certainement. Voilà, une première relation charnelle, très très lumineuse. Et puis après les choses, bon, malheureusement vont se faire un peu plus ombrageuses. Mais comme c'était un peu le point de départ, je m'étais dit que j'allais centrer ce livre effectivement sur des femmes. Et donc sur le rapport, alors je ne sais pas s'il est contrarié ou pas, mais sur le rapport au désir et au corps. Il y a dans un des chapitres, celui qui suit le chapitre sur Arlette, hein, où on parle de Marietta, qui est une petite fille. En fait, c'est des amours enfantines, c'est un sujet que j'ai déjà traité à la fin de Petite Vie, je crois. C'est des enfants qui ont une approche très empirique, hein, des caresses, les premiers gestes d'amour. On ne sait pas comment les choses se passent, mais on essaye des trucs, voilà. Donc ça parle de ça. C'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et puis dans le même chapitre, ce personnage, le narrateur va faire aussi la découverte finalement de l'amour et de la sexualité à travers les livres, et à travers un livre en particulier, parce que dans sa chambre, il y a plein de livres qui appartiennent à sa mère, et au milieu de ces livres, il va découvrir un ouvrage qui s'appelle Petite cousine de Sadinet, Sadinet étant un pseudonyme de Pierre Macorlan. En fait, il s'agit d'un érotique de Pierre Macorlan. Et donc, le personnage va découvrir la sexualité à travers les mots. Quelque chose qui aujourd'hui peut paraître complètement anachronique, désuet. Aujourd'hui, les gamins, je pense, vont sur YouPorn et donc sont confrontés de manière beaucoup plus frontale à la sexualité. Là, c'est juste un univers. Je pense que les mots et le désir, c'est quelque chose c'est les deux choses qui doivent être intimement liées chez ce personnage. Et puis ensuite, il y a cette aventure avec Patricia, et on se rend compte qu'effectivement, il y a une difficulté à jouir, à atteindre le plaisir. Il y a quelque chose qui est contrarié dans le rapport au corps, et quelque chose qui va poursuivre comme ça enfin, en tout cas qui va s'inscrire dans leur relation, et sauf qu'à un moment dans le livre intervient un autre personnage de femme, où là on a une séquence, on va dire, bataillenne, où là le personnage de Mimi, c'est un personnage de Georges Bataille qui s'apparente à Dirty qu'on trouve dans Le Bleu du ciel, ou à Marie, je crois, qu'on trouve dans Le Mort, toujours de Georges Bataille. Donc on est sur tout à fait autre chose, on est dans des thèmes chers à Bataille, c'est-à-dire la perte de soi, la dépense. Enfin, on est dans quelque chose aussi de désespéré, avec toujours cette impossibilité, mais on revient à la nue propriété, finalement, cette impossibilité de profiter de l'usufruit de l'existence, comme si on était toujours dépossédé de quelque chose. Je pense que la première fois où je me suis risqué et essayé à mettre une scène érotique dans un livre, je crois que c'était dans Sous vide, où il y a un chapitre entier qui est une première nuit entre deux amants. Et c'est très dur, enfin, selon moi, c'est très dur d'écrire un texte érotique, parce que c'est vraiment l'endroit où les lieux communs affluent vraiment sous les doigts. Donc il faut réussir à aller au-delà des habituels lieux communs. Et aussi, il faut grandir. Souvent l'érotisme vous ramène à quelque chose d'un peu régressif. Et donc j'avais fait ça. Et là, effectivement, dans Nu propriétaire, il doit y avoir quelques séquences de tonalités différentes, mais avec toujours cette volonté, en tout cas, d'essayer de sortir des sentiers battus, même si parfois il y a des références il y a des jalons à des choses existantes. Il y a une scène avec Mimi, par exemple, où on est
comme je le disais, dans Georges Bataille. Donc là, on reprend un peu les marqueurs, voilà. Il y a la première nuit avec Patricia qui là est vraiment aussi, comment dire, une première nuit empêchée. Voilà, je déteste vraiment dans la littérature érotique ces lieux communs où systématiquement les protagonistes vont éprouver un plaisir formidable de manière synchrone, enfin des choses, voilà. Une première nuit avec quelqu'un, c'est toujours quelque chose de très violent, de très particulier, et on n'est jamais très, voilà. Et là, je décris une sorte de rapport qui ne finit pas finalement, puisque le narrateur se retrouve avec les reins bloqués et donc ça se termine sans se terminer vraiment, voilà. Et puis il doit y avoir il y a une scène dont je parlais tout à l'heure entre un petit garçon et une petite fille dans un appentis, dans une cour, à côté d'une volière avec des oiseaux, des chardonnerets qui volent, et puis des gestes comme ça qui sont tout à fait empiriques. Il lui met la main dans la culotte, mais il sait pas vraiment pourquoi. Je sais pas où il est allé chercher cette idée. Il doit avoir 4-5 ans. Voilà. À chaque fois, c'est d'essayer de retrouver une vérité. De pas se raconter d'histoires comme on se raconte des histoires habituellement dans la littérature érotique, mais de retrouver la vérité de la vie, les maladresses, voilà, les imprécisions, ce genre de choses, quoi. Quand j'ai commencé à imaginer le livre, j'ai fait un tableau en fait. Je pars toujours d'une structure. Et donc j'avais une structure, j'avais 10 cases, j'avais 10 chapitres. À chaque chapitre correspondait un personnage, même si il y avait un personnage qui revenait plusieurs fois. Et puis en face, alors je sais pas comment est venue l'idée, en face de numéro du chapitre, du personnage principal du chapitre, il y avait une série de marqueurs, des chansons, Neil Young, Talking Heads, le Köln Concert, un Requiem. Il y avait des éléments, des livres, Plexus d'Henry Miller, des poèmes, un poème de Sid Corman notamment. Voilà. Il y avait. Et pourquoi il y avait des marqueurs? Je me suis dit après coup que c'était peut-être parce que justement on essayait de reconstituer une histoire à partir de fragments et à partir aussi d'une mémoire certainement défaillante, et que la mémoire, même si elle défaille, elle se fixe toujours selon les époques sur des éléments comme ça culturels, sur une chanson, sur une musique, sur un livre. Et en fait c'était une façon peut-être, à partir de ces marqueurs, de ressusciter quelque chose. Voilà. Notamment le premier chapitre, qui est un chapitre assez, on va dire, stupéfié, puisque c'est un long chapitre où les protagonistes s'essayent aux drogues psychotropes, à diverses drogues psychotropes, et puis il y avait juste un élément de fixation à partir duquel tout s'est reconstruit. C'était cette chanson de Neil Young, Cortez the Killer, qui est dans l'album Zuma, et qui est une chanson très noire, à la fois dans ce qu'elle raconte, mais aussi dans ses sonorités, où on a le son de cette guitare qui semble se battre avec cette voix un peu aiguë de Neil Young, et voilà, on a l'impression d'un combat entre les deux. Donc à travers cette chanson, je me suis rappelé effectivement une expérience que j'avais vécue, puisque le narrateur, c'est un double, c'est mon double, et donc des expériences que j'avais pu vivre, évidemment avec de l'huile de cannabis ou des choses comme ça, mais beaucoup plus spectaculaires avec des acides, avec les premiers acides, voilà. Et dans ces cas-là, la musique et tout ce qui environne prend une importance considérable. Donc j'ai reconstruit petit à petit
des fragments d'existence. Mais je le répète, c'est vraiment de la falsification. Hein. En aucun cas, tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté ne peut être pris au pied de la lettre et pour être la réalité. On n'est pas dans la réalité, on est dans un univers purement littéraire. Voilà. Mais c'était une expérience. Par exemple, à un moment, quand le narrateur rencontre pour la première fois Patricia, enfin en tout cas dans le livre, il passe une nuit à lui parler d'Henry Miller et de Plexus. Je me rappelle très bien avoir passé une nuit entière à parler de Plexus. Évidemment, je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai pu raconter à ce moment-là. Et donc, c'est tout le travail du romancier, en allant puiser dans le bouquin de Miller, d'essayer de reconstituer quelque chose pour donner à sentir et à saisir ce fragment d'existence. Je suis pas très à l'aise avec le terme d'autofiction, c'est un peu une tarte à la crème pour moi. Dans le livre, il est fait référence à Miller. Miller, ça a été, je pense, un de mes premiers chocs littéraires. J'étais très jeune, hein, je devais avoir 14-15 ans. Je pense que c'est en lisant Plexus de Miller que je me suis dit que je voulais moi aussi être écrivain. Mais Miller, il fait de l'autofiction. Ça serait aujourd'hui, on dirait que Miller fait de l'autofiction. Miller, il prend son existence comme matériau et à partir de là, il écrit. Mais alors quand j'avais 14 ans et que je lisais Miller, quand je lisais La Crucifixion en rose, j'étais dupe. En fait, je pensais qu'effectivement, il racontait de manière brute et brutale tout ce qui lui était arrivé. Et puis, à force d'avoir lu 2, 3, 4 fois le même livre, je me suis rendu compte qu'une chose en amenait une autre et que tout ça était terriblement construit. Voilà, moi je fais pas autre chose, c'est-à-dire que je pars d'un matériau, mais souvent c'est un matériau assez ténu, j'ai pas grand-chose, et je reconstruis autour. Donc c'est de la fiction, mais je fais partie des auteurs qui ont du mal à travailler sur de la fiction ou sur un imaginaire pur. J'ai besoin d'être impliqué dans l'histoire parce que en fait j'écris, il faut que l'écriture soit dictée par une nécessité, et la nécessité à travers, depuis dans ce livre-là, mais dans tous les autres qui ont précédé, c'est bien d'arriver à travers les romans, à reconstituer le fil d'une existence et à donner à cette existence qui est la mienne et qui est un peu partie dans tous les sens, lui donner une sorte de cohérence qui est la cohérence du roman. Nous ne pouvons pas à la fois jouir et posséder. Oui, ça résume assez bien le livre, en tout cas le titre, Nu propriétaire, puisque quand on est nu propriétaire, on possède, mais on ne jouit pas, puisqu'on n'a pas l'usufruit du bien, et que le personnage qui traverse ce livre, je vais dire qui traverse, en fait, il ne jouit de rien, puisqu'il n'a pas l'usufruit de sa propre existence. Voilà. Donc il est dépossédé, si vous pouvez le dire autrement, il est dépossédé de ce qu'il possède. Et voilà, et à la fin du livre, je pense, c'est ce qu'il dit, je crois, il a le sentiment, il est fiévreux, il est dans un train, et il a le sentiment, en approchant son visage de la vitre glacée, et il voit cette étendue de neige devant lui, et il a le sentiment qu'effectivement tout lui a échappé. C'est-à-dire son existence entière lui est passée entre les doigts et il n'a pas su attraper et saisir les choses. Voilà. C'est-à-dire les posséder vraiment. Puisqu'effectivement, posséder et jouir, normalement, ce sont deux idées, en tout cas, qui sont censées se rejoindre. Mais dans ce cas de figure, dans ce cas d'espèce, apparemment non. L'idée aussi, à travers, dans ce livre, avec les morceaux, je reviens sur l'idée du morcellement, et je reviens à cette idée du vase, comme ça, où on a des morceaux et on voit les manques, et les manques sont aussi importants
que les parties apparentes et qui sont traitées dans ce roman. Parce que les manques, finalement, c'est ce qui explique la psychologie du personnage. C'est ce qui explique ce qu'il est. Et en fait, c'est, on va dire, ce rapport un peu particulier à ses origines, à son père et à sa mère. C'est des parties qui ont été traitées par ailleurs dans Sous vide et surtout dans Petite vie et dans Bas monde. Voilà. Donc ça m'intéressait de montrer ce personnage à des époques de sa vie où on fait l'impasse sur ce qui pose problème, parce que lui-même, à ce moment-là de son existence, il avait fait l'impasse sur ça. Il y avait un déni, en fait. Donc il était dans une posture psychologique qui s'expliquait par, on va dire, des origines difficiles et en même temps des origines qu'il avait complètement occultées, ce qui est, à mon avis, un grand classique. Voilà. Et puis ça m'intéressait d'essayer, mais là c'est purement littéraire, c'était casse-gueule d'ailleurs, c'est est-ce que c'est possible de créer un fil narratif, de recréer un fil narratif à partir de fragments, et que le lecteur puisse à un moment donné s'accrocher à quelque chose et trouver une sorte de lien, une sorte de liant. Alors, il y a à la fois un liant direct qui est ce personnage de Patricia qui intervient dans au moins dans trois chapitres, et puis après, évidemment, entre chaque chapitre, il y a des petits fils qui viennent se tisser, il y a évidemment des passerelles qui se créent et qui finalement donnent le sentiment, une fois qu'on a achevé le livre, qu'il y a un tout, en tout cas qui a été un peu esquissé, qui s'est reconstitué. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est que dans ce livre, ça commence d'ailleurs comme ça, est évoqué le désir et la volonté de devenir écrivain. Voilà. Et ça commence comme ça, et à la fin du livre, on retrouve le narrateur qui, de fait, est devenu écrivain. Sans qu'on sache, dans ce livre, comment les choses sont advenues. Ça sera sans doute l'objet d'un livre ultérieur, mais voilà. Mais il y a quand même cette idée qui traverse le livre, et qui est une idée qui traverse tous mes romans, qui est la rédemption par le verbe, c'est-à-dire comment du chaos des origines, c'est toujours la même histoire, la violence du père, la folie de la mère, comment du chaos des origines naît finalement ce verbe ou le désir du verbe qui fait que le personnage le narrateur va apprendre à maîtriser le verbe et à devenir écrivain, et c'est ce qui va finalement lui permettre de s'extraire de ce chaos et donc c'est l'enjeu de tous les romans qui s'emboîtent finalement les uns dans les autres, c'est de reconstituer au terme du travail un ensemble qui aura sans doute beaucoup plus de cohérence que la vie elle-même qui est à l'origine en fait du projet.